propose de donner la parole à un invité extérieur, à un grand témoin qui va clôturer cette matinée. Il s'agit de Philippe Bloch. Philippe Bloch, c'est l'auteur d'un best-seller, Service compris, son dernier livre, Bienheureux les fêlés, qui est sous-titré Tout le monde peut créer son entreprise, raconte l'histoire mouvementée de Columbus Café. Il y défend les valeurs d'innovation, d'audace, d'initiative. Il anime chaque lundi matin de 10h à 12h une émission entièrement consacrée à l'esprit d'entreprise, où il reçoit lui aussi de nombreux invités. Il est serial entrepreneur, on pourrait dire. Il travaille actuellement à la création d'une nouvelle entreprise et à la rédaction d'un nouvel ouvrage. Je l'invite à venir nous apporter à travers son témoignage une illustration de la thématique qui nous a accompagnés toute la matinée, à cœur d'entreprendre. Merci de l'accueillir, Philippe Bloch. Venez me rejoindre. La scène est à vous. Merci beaucoup Michel, merci à tous de m'accueillir. Je dois vous dire que j'ai passé une superbe matinée et que je suis extrêmement heureux d'être avec vous parce qu'au fond, tout ce que j'ai entendu ce matin, c'est-à-dire les deux grandes thématiques de l'esprit d'entreprise et celle du client sont deux thématiques qui ont guidé ma vie professionnelle depuis à peu près 20 ans. Et puis il y avait aussi une troisième dimension que je vous livre en toute franchise, c'est que j'aime bien quand arrivent des conventions me mettre un peu dans le public. Et je vous ai un petit peu observé ce matin et dans vos rapports, je trouvais qu'il y avait une grande gentillesse entre vous. Et je crois qu'être gentil, c'est un truc qui permet de bien réussir sa vie et de réussir dans la vie. Et j'aimerais là-dessus vous dire que je me sens très à l'aise dans ce public aujourd'hui. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que j'ai pris conscience de ça il y a très longtemps. Il y a déjà 20 ans, et j'ai sur moi un stylo qui ne me quitte jamais, qui est un stylo Montblanc, c'est pas pour frimer, c'est juste pour vous dire que ce stylo, il a un peu marqué ma vie, parce que en 85-86, en fait, j'étais éditeur du magazine L'Expansion, et j'avais monté un voyage au Japon, que je connaissais pas du tout à l'époque, pour des grands patrons français. Et en fait, ce voyage a été passionnant à préparer. Vous savez qu'au Japon, on se fait souvent des cadeaux très symboliques parfois, mais enfin, ça entretient un petit peu l'amitié. Et comme j'avais oublié de prendre des cadeaux avant de partir pour préparer ce voyage, j'avais emporté de l'Expansion toute une série de faux stylos Montblanc. C'était pas des vrais, c'était des faux, c'était des primes d'abonnement à l'époque. C'était pas très luxueux, mais en tout cas, ça en imposait un petit peu. Et j'avais remis mon cadeau à tous les gens que je rencontrais. Et quelques années plus tard, 3-4 ans après, je reçois en fait un coup de fil d'un Japonais très connu au Japon que j'avais rencontré dans le cadre de ce voyage et qui voulait me revoir pour prendre un petit déjeuner, pour me proposer un projet. Et puis à un moment, il veut écrire quelque chose et il sort mon stylo. 2 ans ou 3 ans après, je me dis vraiment, j'ai bien fait de lui offrir ce stylo. Elle a l'air extraordinairement attachée à ce stylo. Et je pense simplement qu'il était simplement respectueux et gentil. Et je me suis dit que les Français ne sont pas forcément comme ça dans leur vie professionnelle. Et je me suis aperçu qu'un Français qui irait au Japon, à qui on remettrait un stylo en plastique noir et doré, rentrerait à Paris, irait voir sa secrétaire et lui dirait « Tiens, j'étais à Tokyo, on m'a filé une merde, si tu veux, je te le file ». C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment, on n'a pas cette attitude-là. Et ça m'a beaucoup marqué, au point où je me suis dit, il doit y avoir des Français gentils. Alors je suis parti en 86 à la recherche de ces Français gentils qui avaient compris que le client, on pouvait avoir avec lui une relation un petit peu différente. Ça a donné effectivement le livre qu'a rappelé Michel, Service compris, qui est sorti en 86. Et ce qui est très marrant, c'est qu'à l'époque, je me souviens que le premier coup de fil que j'ai reçu d'un grand patron français, 3 semaines après la sortie du bouquin, moi j'avais jamais rien fait de ma vie, si ce n'est d'aller observer un peu ce que faisaient les autres, et c'est pas n'importe qui, puisque c'est Bernard Darty, lui-même, qui m'a appelé pour me dire « J'ai adoré votre bouquin, je l'ai lu en librairie, et j'aimerais que vous veniez en parler dans une convention chez moi. » Et je me suis dit, c'est quand même marrant que la personne qui, en France, incarne, en tout cas à l'époque, l'esprit d'entreprise et l'esprit de service, soit le premier qui m'appelle. Et je me suis dit à ce moment-là que les grands patrons, et Michel a rappelé que j'anime une émission sur BFM consacrée aux entrepreneurs, toutes les semaines j'en reçois des grands, je me dis qu'ils ont tous le même devoir d'insatisfaction active. Et ils pratiquent tous cette espèce d'envie tout le temps de faire mieux, de se remettre en cause. Alors dans la foulée du bouquin, en fait je suis devenu consultant, pour tout vous dire à l'époque, j'ai créé ma première entreprise en 87, et je suis devenu consultant, dont je peux vous avouer aujourd'hui, parce que je fais plus ce métier, que c'est en fait comme quelqu'un qui est payé par ses clients pour leur apprendre des trucs qu'il ne sait pas faire lui-même. C'est quand même le métier du consultant. Il faut être sincère quand même un petit peu dans la vie. Alors je faisais ça très bien, et puis j'ai développé une entreprise comme ça, et puis début des années 90, je me dis, il faut que j'écrive un autre bouquin, Service compris, continuer sa carrière assez impressionnante, et puis j'ai écrit un second bouquin que j'ai eu du mal à labelliser, j'ai eu du mal à lui trouver un titre. Et en fait, j'ai été aidé par l'interview d'un grand patron allemand qui était le patron de Daimler-Benz, qui à l'époque avait dans son bureau un tableau avec une peinture, avec un dinosaure. Et il était écrit en fait une petite phrase que j'avais adorée qui disait « L'histoire est pleine de géants qui n'ont pas su s'adapter ». Alors j'avais bien aimé cette idée. Et à la même époque, il y avait un autre grand patron de l'industrie allemande qui passait son temps à dire à ses collaborateurs, c'était le patron de BMW,
qu'à l'avenir, ce ne sont pas les gros qui vont manger les petits, mais les rapides qui vont manger les lents. Alors j'adorais cette idée et j'ai appelé mon bouquin, très mauvais titre, Dinosaures et caméléons. Alors je dis très mauvais titre parce que personne n'a rien compris. Et que je me souviens la première fois que je suis dans une librairie en province pour demander s'il y avait le bouquin, parce que quand on a un bouquin, je vous souhaite d'écrire un bouquin, c'est une expérience merveilleuse. Et en plus, on est très excité quand le bouquin sort, on passe sa vie dans les librairies, on refait les piles, on demande le bouquin à tout le monde, ça crée de la demande. Et il faut jamais me lâcher dans une librairie relais, dans une gare, quand un de mes bouquins sort, parce que je vous dis qu'il est super bien placé quand je quitte la librairie. Donc je vais voir une vendeuse, je lui demande si elle a Dinosaures et caméléons. Elle me regarde l'air un peu embêtée, elle me dit, vous savez, c'est pas très grand, on ne fait pas du tout les livres pour enfants. Donc je me suis aperçu que c'était une catastrophe. Et puis, j'ai été invité à parler de ce bouquin. On est au début des années 90-12. L'idée, c'était de se dire qu'il y a ceux qui se réinventent tout le temps et ceux qui finissent par disparaître. Et je suis appelé par une chambre de commerce à intervenir sur le bouquin. Et je dois dire que c'est une réunion qui a changé ma vie, parce qu'à l'époque, j'avais une quinzaine de salariés, ça se passait plutôt bien, la vie était plutôt facile, mais je n'avais pas forcément envie de me remettre en cause, parce que finalement, c'est vrai que pourquoi se remettre en cause quand ça va bien? Et puis j'ai été invité par une chambre de commerce, 300 personnes devant moi, et à un moment, un monsieur qui intervenait avant moi m'a un peu déstabilisé, parce qu'il a demandé à toute la salle, 300 commerçants, de se lever et d'observer une minute de silence à la mémoire de tous les commerçants de la ville qui étaient morts au cours des 5 années précédentes. Ce qui est super créateur d'ambiance. Je peux dans une salle, parce qu'il ne s'agit pas d'une mort physique, il s'agit d'un dépôt de bilan, d'un emmerdement, etc. Bon. Et puis je peux vous dire que les gens sont là plutôt gentils, ils le font, et puis une minute en pensant aux petits copains qui ont disparu depuis 5 ans, c'est super long. Ils se rasseyent, ils leur demandent de se relever, et d'observer une seconde minute de silence en hommage cette fois à tous ceux d'entre eux qui allaient probablement disparaître au cours des 5 années suivantes. Moi je me dis le mec est fou. Et puis je me suis rappelé d'une phrase. J'ai été salarié 3 ans dans ma vie. Et ces 3 ans ont été merveilleux parce que mes patrons s'appelaient Jean Boissonnas et Jean-Louis Servan-Schreiber, qui étaient quand même pas n'importe qui dans le business de la presse ou de l'économie. Et Jean Boissonnas, qui était une merveille, parce qu'il avait le sens des formules qui tuent, a eu une phrase merveilleuse le jour où la première fois l'expansion était concurrencée par un magazine qui était le magazine Capital. Et il était face à des gens un peu méprisants dans la rédaction, face à toute cette nouvelle concurrence, et il leur a dit une phrase formidable, qui m'a marqué, qui m'a fait devenir véritablement entrepreneur. Il leur a dit, messieurs, vous n'avez rien compris parce que c'est quand ça va bien qu'il faut changer.